remaniement ministériel, 4 nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement de Maître Caleb Tambela. Les ministères comme ministère de l'administration territoriale, ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture, ministère de la justice ont changé de patron. Que faut-il bien sûr retenir de ce remaniement? Est-ce que c'est pour incompétence ou par nécessité? Un troisième remaniement en espace de 8 mois de gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Le premier remaniement était le 9 novembre 2022, le deuxième le 10 janvier 2023. Ce soir, nous sommes sur ce plateau pour en parler avec Naba Sebgo, chef coutumier. Naba Sebgo, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Monsieur Labidi Naba, président du Observateur sans frontières, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Savano, bonsoir à tous les téléspectateurs. Monsieur Léa Pima, il est communicateur, bonsoir également et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 3. Au cours de cette émission, M. Tissan Youmou Brema nous prendra bien sûr en marche. Lui, c'est un homme politique. Alors, donc, Naba Sebgo, on va commencer avec vous. 3 remaniements en si peu de temps. Est-ce qu'au fur et à mesure, on s'est aperçu peut-être d'une incapacité ou d'une incompétence de ces ministres qui ont été débarqués? Bon, là, je ne saurais donner une réponse claire à ça, mais je crois que c'est une très bonne chose parce que c'est la culture qui nous manquait. C'est la culture qui manquait au Burkina Faso. Les ministres étaient nommés comme par récompense et même quand ils sont nuls ou quand ils n'arrivent pas à accomplir leur mission, ils étaient gardés comme amis du président, toujours dans ce ministère. Mais aujourd'hui, je vois qu'en un rien de temps, 3 remaniements, et ça veut dire que peut-être quelque part, les résultats de ces ministres n'étaient pas totalement satisfaisants puisque c'est quelqu'un qui les a nommés et il attend de voir un certain nombre de résultats avec eux. S'il n'est pas satisfait, il est obligé de changer pour espérer encore mieux. Et je crois que si on continue dans cette lancée-là, ça va sonner dans la tête de tous les Burkinabés que quand on te nomme pour un poste donné, c'est pour des résultats et non pas par amitié ou par acquaintance. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si... Mais ce que je sais, s'ils avaient pu donner le résultat que le président attendait pour le peuple, ils ne seraient pas évincés d'aussitôt. D'accord. Monsieur Labidi Naba, ils sont tenus par obligation de résultat. Aujourd'hui, ils sont débarqués, bien sûr, du bateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, il faut d'abord dire que le poste de ministre n'est pas un poste éternel. Et le Premier ministre, au fur de l'exercice de sa mission, peut trouver la nécessité de réajuster son gouvernement, d'opérer des changements. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a proposé au chef de l'État. Et il y a 4 postes ministériels qui ont été justement, qui ont subi ces changements-là. Il faut dire qu'au niveau de ces postes ministériels, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut dire sur certains. Quand on prend par exemple le ministère de l'Environnement, c'est un ministère dont le ministre était relativement inconnu. Parmi les ministres de cette transition qu'on ne connaissait pas, il peut être compté parmi. Pourtant, nous sommes dans une situation de grands défis, surtout de défis sécuritaires, où il lui fallut que chaque ministre essaie d'adapter son action, bien sûr conformément à la lettre de mission qu'il reçoit, qui sans doute ne s'écartera pas de ce qu'il devra pouvoir apporter en termes de réponse efficace au terrorisme. Et ensuite, quand on prend le ministère de l'Agriculture, voici un ministère qui est un ministère où le chef de l'État, dès l'entame de son pouvoir, n'a pas manqué, en fait, à placer le décor, à planter le décor, en disant, voilà, nous avons rencontré dans
le théâtre des opérations des concitoyens qui mangeaient des herbes. Et à chaque fois, il y revenait pour dire la nécessité pour nous de travailler à une grande production agricole. Vous avez vu qu'au niveau de la présidence, le chef de l'État n'a pas manqué à développer des initiatives dans le sens de la production agricole massive. Mais, à contrario, on a pu voir que c'est un ministère qui n'a pas été totalement à la hauteur. Je pourrais même dire que les changements opérés à ce niveau-là, au niveau du secrétariat général, il y a des choses qu'on peut dire, et les choses claires qui peuvent être dites, c'est que en matière d'intrants, d'engrais, il y a un retard. Il y a un retard palpable, et ça, ce n'est pas dans la vision qui a été plantée. Donc, je pense que le nouveau ministre aura ce défi, même s'il y a ce retard qu'on peut noter, il aura le défi, en fait, d'apporter du dynamisme à ce secteur vraiment vital pour notre pays, à ce secteur où beaucoup d'actions dans le sens du développement endogène ont été élaborées et doivent être mises en œuvre très rapidement. Avant de terminer, au niveau de la justice, là-bas aussi, il fallait du dynamisme. Quand on vient par coup d'État, il y a un besoin d'assainir l'appareil d'État. On n'a pas beaucoup vu les pôles ECOFI se mettre vraiment en branle, et je pense que le nouveau ministre, qui est d'ailleurs un avocat, pourra apporter des solutions. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, on a affaire à un magistrat patenté qui d'ailleurs tenait la présidence du tribunal Ouaga 2, et je pense qu'avec cette expérience, il pourra vraiment juguler tous les défis qu'il y a au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration territoriale. Donc, pour moi, ces changements-là devraient avoir lieu pour vraiment permettre à l'appareil, au dispositif gouvernemental de répondre au mieux à tous les défis qui font face à notre pays. D'accord. Alors, monsieur Pema, même question. Quelle est votre lecture sur ce troisième remaniement ministériel? C'est normal, je dirais plutôt des réajustements ministériels, parce que c'est normal, c'est des jeunes qui ont pris le pouvoir et qui ont fait appel à des compétences, donc certainement qu'ils n'étaient pas préparés à gérer le pouvoir, donc au fil du temps, et en faisant peut-être le bilan progressif, ils se rendent compte des besoins de réajuster ou de faire des changements, parce que rien n'est dit aussi que ceux qui sont partis ne seront pas demain nommés à la tête des structures importantes où ils pourront apporter leur expertise. On peut se rendre compte qu'on avait mis quelqu'un qui pouvait être utile dans tel domaine, à tel endroit, donc ça peut se remanier. Mais effectivement, comme le disait le doyen de l'Abdi Naba, c'est aussi des secteurs qui sont clés pour le capitaine Traoré. Quand vous prenez par exemple, vous savez qu'il y a une nouvelle constitution qui a annoncé, le gouvernement qui a parlé du redécoupage administratif. Le redécoupage principalement, qui est un sujet très important pour beaucoup de communautés, veut effectivement qu'il y ait des gens qui maîtrisent le domaine. Au niveau de l'administration territoriale, l'agriculture, il en chante tout le temps, la justice et également au niveau donc de l'environnement, qui malheureusement, plusieurs rapports indiquent que les groupes terroristes beaucoup prospèrent ou ont des bases dans nos forêts classées. Donc le besoin justement peut-être d'insuffler un nouveau dynamisme s'est exprimé, et le Premier ministre donc a dû proposer, comme la loi le demande, au président d'un nom qu'il pense pouvoir juguler au mieux les problèmes auxquels nous sommes confrontés à ce niveau. Je pense que c'est tout à fait normal, et le président et son premier ministre sont pleinement dans leurs prérogatives. On ne peut que souhaiter
beaucoup de succès aux nouveaux ministres qui sont arrivés et de aussi ça rend compte qu'il y a un immense travail qui les attend, des défis énormes qui les attendent. D'accord. Alors, Nava Sebgo, c'est vrai que nous abordons la période hivernale et le ministre de l'Agriculture qui est débarqué du navire. C'est vrai que M. Labidi avait également évoqué cette question, mais aujourd'hui, vous, quelle est la lecture que vous faites? Bon, pour moi, hein, c'est vrai que nous abordons la saison pluvieuse avec beaucoup de difficultés. Mais déjà, ce poste ministériel-là, c'était un poste qui actuellement n'avait pas trop à faire. Parce que je peux dire que dans les zones où l'insécurité a pris le devant, il était même difficile pour ce ministère de se rendre ou bien d'approcher même les paysans de ces zones-là. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir un pays sans ministère de l'Agriculture. Mais actuellement, nos vraies zones agricoles ont des problèmes d'insécurité. Donc je me dis que son changement, sa présence ou son changement ne peut pas jouer sur l'avenir de notre pays sur le plan agricole. Peut-être que celui aussi qui est venu, peut-être même que c'est par rapport à ça qu'il a fallu une autre personne pour pouvoir voir dans quelle mesure, parce que ceux-là qui retournent dans leur concession, dans leur village, doivent forcément cultiver. Peut-être qu'il fallait quelqu'un comme celui qu'on vient de nommer, qui aura peut-être des plans pour soutenir ces gens-là, même avec la période d'insécurité. Sinon, pour moi, enlever un ministre et mettre un autre, c'est la continuité et ça ne devait pas causer de problème. D'accord. Alors, M. Labidi, on revient encore à vous sur cette question d'agriculture. On sait que le capitaine Ibrahim Traoré accorde assez d'intérêt à l'agriculture. Il en a fait état plusieurs fois et bien sûr, il a même demandé à beaucoup de personnes de retourner bien sûr à la terre. Alors, avec ce changement à la tête du ministère de l'Agriculture, est-ce que ça ne va pas quand même retarder un temps soit peu le dynamisme qui a été boosté, qui a été déjà lancé? Non, non, on dit que l'administration est une continuité et il faut dire que le nouveau ministre qui prend l'agriculture vient, si je ne me trompe pas, de la SONAGES. Voilà, c'est de là où il était. C'est un officier militaire. Tout à fait. Et qui a géré au tout début de la transition cette institution-là. Pour qui connaît la SONAGES, c'est que c'est un organe central du stockage, de la distribution des vivres. Donc, je dirais que c'est une continuité et il pourra, avec cette expérience et l'expérience de l'institution régalienne qu'il a, pouvoir justement accommoder l'existant avec la vision implémentée par le chef de l'État. Je pense que à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de crainte et il pourra aussi compter sur le concours de ceux des prédécesseurs parce que, comme l'a dit Néa, c'est vrai, ceux qui ont été débarqués, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une quelconque situation où ils ne sont pas en état de disgrâce, mais c'est une situation normale. Est-ce que vous comprenez le fait qu'un magistrat, bien sûr, soit à la tête du ministère de l'administration territoriale? Oui, bien sûr. Bien sûr, un magistrat, qui plus est, a présidé au tribunal de grande instance Ouaga 2, a déjà, dans cette mission, géré le parquet Ouaga 2. Donc, en matière de gestion des hommes, en matière de gestion et des hommes particuliers, parce que qui gère un parquet, gère vraiment
des hommes souvent en porte-à-faux, disons en général en porte-à-faux avec la loi et tout, et connaît le texte. Non seulement les textes, mais aussi la subtilité de l'homme. Et je pense que ce sont des éléments importants, et en plus du leadership qu'il développe, lui permettra de pouvoir justement gérer au mieux le ministère de l'administration territoriale. D'accord. Est-ce que c'est pas en même temps aussi une remède pour contrer aussi les plus malins qui pensent connaître bien sûr les textes? Parce qu'on a vu dans les semaines récentes des politiciens qui ont brandi des textes pour ne pas participer bien sûr aux travaux de la relecture du code électoral. Aujourd'hui, on a un magistrat qui est à la tête du ministère de l'administration territoriale. Alors donc c'est des savants sur des savants. Oui, bon, c'est des savants sur des savants, mais je ne pense pas que c'est justement pour ça, parce que aussi, parmi ces politiques, beaucoup ont étudié aussi, ils se connaissent. Moi, je pense beaucoup plus que l'enjeu, par exemple, quand on parle d'une nouvelle constitution, c'est beaucoup plus grand. Comment il s'appelle, John Rawls a dit qu'une constitution doit pouvoir s'écrire pour projeter un pays sur de longues années et non pour la survie et non sur des courts termes. Donc, je pense qu'il y a une constitution qui est annoncée, qui est un grand projet. Il y a le redécoupage qui est annoncé, qui est un grand projet. Il y a la modernisation de l'agriculture, la mécanisation, la transformation et tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi l'enjeu sécuritaire d'assainir nos forêts qui sont occupées, qui donc, enfin, une partie de nos forêts où des malfrats s'entraînent pour nous faire du mal. Donc je pense que c'est au regard de ces enjeux extrêmement énormes que certainement le capitaine et son premier ministre ont jugé nécessaire d'apporter de nouvelles touches dans la quête des personnes pouvant aider à trouver des solutions. C'est aussi évident qu'ils viennent trouver des compétences des techniciens, parce que aussi les compétences dans ces ministères, il y en a. Donc ils vont non seulement s'appuyer sur leurs conseils, sur les travaux antérieurs, pour implémenter ou pour déployer donc leur vision sous l'instruction du gouvernement. Donc je trouve que ce serait un peu réducteur de dire que c'est juste pour contrer des manifestants. On n'en a même pas besoin. La justice le résout. Je pense qu'il y avait eu l'UPC qui avait, à travers son président, intenté un procès voilà, qui n'a pas abouti. Ils n'ont pas eu besoin de nommer un ministre pour ça, je veux dire. D'accord. Ouais. Alors, Naba Sebgo, est-ce que vous partagez un peu l'idée de PEMA qui parle, bien sûr, il faut un ministre qui maîtrise bien sûr les textes pour peut-être favoriser l'adoption de la nouvelle constitution? Je pense que oui, mais je pense aussi comme certains le pensent que pour aussi contrer les esprits malins, je prends l'exemple comme au temps du président Kaboré. Il y a eu beaucoup de décisions du gouvernement qui ont été attaquées et annulé, contré. Donc ça veut dire que dans ce cas aussi, ça prouve l'immaturité de ce gouvernement et ça met même en retard certaines avancées du pays. Alors aujourd'hui, un magistrat à l'administration territoriale, ça peut effectivement, parce que je crois que c'est le ministère qui a affaire même aux collectivités territoriales, là où la justice doit beaucoup travailler. Vous prenez les mairies, les conseils régionaux, c'est des zones à turbulence, c'est des zones tout le temps qui font face à la justice. Et les OSC. Et les OSC surtout. Voilà. Et aujourd'hui, si un magistrat est à ce poste-là, je crois qu'il lui faut seulement une bonne équipe de techniciens qui pourront l'aider dans ses travaux, mais lui-même il est déjà doté de connaissances du droit pour pouvoir gérer ces troubles qui peuvent venir de gauche et de droite, pendant que son équipe aussi travaille à accomplir la mission pour laquelle il est venu. Sinon, je ne pense pas seulement que ce soit mauvais. Pour moi, c'est une bonne chose. Là, même s'il fallait nommer un boucher, pour que ce boucher puisse faire avancer les choses, l'essentiel, que le boucher puisse avoir
de bons techniciens autour de lui. On a vu l'expérience avec le Burkina, on a cru à un certain moment qu'il fallait économiser pour que ça avance. Ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, on est avec militaire. Si à l'administration territoriale, il y a un magistrat, je crois que c'est une très bonne décision pour le Premier ministre. C'est quelque chose qui prouve aussi que ces militaires-là veulent travailler tout en respectant le droit. Sinon, ils pouvaient nommer un militaire et peut-être que ça allait nous apporter des difficultés après. D'accord. Alors, donc, à ce thème, on va passer pour le deuxième thème de ce soir. Quelles leçons tirées du procès en cours sur l'affaire appel à incendier le palais du Moronaba? C'est quand même un sujet qui fraise la chronique depuis le début de la semaine dernière. Aujourd'hui, alors c'est vrai que le juge n'a pas encore statué finalement. Alors, mais avec ce qu'on a entendu depuis le début de ce procès, est-ce que vous, en tant qu'organisation et acteur aussi de la société civile, est-ce que ça vous indigne, Monsieur Labidi? Indigné, oui, on peut dire que nous avons été indignés d'apprendre justement qu'un groupe d'individus se sont associés et une association qui se fonde sur des liaisons d'ailleurs douteuses, des liaisons incestueuses, morganatiques, puisqu'on a des gens qui, au temps du MPP, se combattaient, au temps de Damiba, se combattaient avec, disons, de nouveaux acteurs, et au temps actuel, sous le capitaine Traoré, arrive comme par enchantement à se retrouver et à planifier ce que on a été obligé d'appeler l'appel à incendier le palais du Moronaba. Il faut déjà dire que ce projet d'ailleurs saugrenu dénote de stratèges dont le QI est proche du nul. Sinon, pour nous, c'est vraiment bizarre et incompréhensible qu'on puisse appeler comme ça, par des vocaux, d'aller brûler chez quelqu'un. Pas parce que ce n'est même, c'est un chef traditionnel, même chez une personne lambda, d'aller brûler tout en se cachant derrière un téléphone. Bon, je dirais que les autorités ont fait leur travail, les autorités du renseignement ont fait leur travail, ils sont arrivés justement à mettre la main sur ces individus et le procès a fini par démontrer à l'opinion publique que ce ne sont pas des accusations gratuites. Il faut vous rappeler que lors du grand entretien, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, avait déjà annoncé une situation subversive que les forces de l'ordre avaient déjouée. C'était justement un plan dans un autre. Quand il a parlé de Arbinda, il a aussi parlé de l'appel à incendier et qui avait été tout de suite contenu par justement nos éléments de renseignement et placés justement devant les OPJ. Donc je dirais, pour terminer sur cette question-là, que c'est vraiment malheureux, mais la justice a tranché. On va attendre le verdict pour voir ce qu'il en est. D'accord. Monsieur Pema? Oui. Non, il est clair que les faits sont graves. Vous savez qu'inciter quand même à brûler le palais, enfin la résidence de toute personne où c'est des faits de violence, de sédition, de déstabilisation, etc., ce n'est pas soutenable à tout point de vue. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui croient que quand on a des idées nobles, on a une vision noble pour son pays, on devrait aussi utiliser une démarche noble et élégante pour pouvoir les partager à l'opinion, de sorte que l'opinion l'oppose, et si elle ne l'oppose pas, il continue à trouver les moyens pour les faire accepter. Le procès n'est pas encore terminé, comme vous le dites. Les témoignages attendus sont choquants.
ça ne peut pas être accepté. Ça, c'est tout de même naturel. Ça ne peut pas être accepté. Et vous vous souvenez que quand les interpellations ont eu lieu sur ce même plateau, vous m'avez posé la question, je dis, bon, c'était bien de permettre à un procès de situer les uns et les autres. Aujourd'hui, chacun de nous a attendu, en attendant la fin du procès, a attendu et chacun de nous s'est fait une opinion. Mais il faudra aussi arriver à un stade où tout ceci, ces histoires de coups d'État, ne puissent pas être banalisées. Vous savez, il y a des pays, quand on t'accuse même de façon mensongère d'être dans une posture de préparation de coup d'État, on te conseille la fuite. Parce que c'est tellement grave que ça ne devrait même pas amuser. Mais depuis un bon moment, le mot coup d'État est devenu très banal, qu'on a même l'impression que c'est une forme de normalité qui est en train de s'installer. Et je ne pense pas que ça puisse aider à construire un pays parce qu'on ne va pas s'en sortir, on passera le temps à se renverser et ça ne va rien résoudre. Et la finalité, c'est des violences à ne point finir. Je pense que chacun de nous, ou chaque citoyen, ou toutes les formations qui ont des idées, peuvent le faire comme les gens le font ailleurs, les grandes démocraties ou les autres nations. C'est-à-dire que quand un gouvernant prend une décision qui ne convient pas, ben, les gens s'amassent, ils utilisent des moyens d'expression et de pression pour que le gouvernement revienne sur la position qui a été amorcée. Mais de là à préparer des projets pareils, j'avoue que c'est inquiétant, d'autant plus qu'on ne maîtrise pas toujours où la violence peut nous conduire ou à quoi ça peut déboucher. D'accord. Alors, Naba Sebgo, également, vous avez aussi suivi le procès qui est en cours. Alors, quelle est votre appréciation générale? Bon, mon appréciation est que au début du procès, bien avant le procès, quand j'avais appris, pour moi c'était faux. Parce que je ne pensais pas que des hommes normaux, des hommes dotés d'une mentalité normale, pouvaient faire ce genre d'appel. Parce que de un, appel à brûler la maison, le palais du Moro Naba, c'est un appel à périr soi-même. Parce que ces messieurs-là sont trop petits pour brûler le palais du Moro Naba. Et ils le savent. Mais je pense que c'est des gens, c'était un appel à semer des troubles, à créer un affrontement autour du palais du Moro Naba. Alors, et quand je suis un peu le procès, du jour en jour, je vois qu'effectivement, dans ce pays, il y a des gens qui marchent contre le pays. Puisque, je dis ça pourquoi? Les chefs traditionnels aujourd'hui au Burkina Faso, que vous prenez le Moro Naba, que vous prenez le Bobo Mandara, que vous prenez celui de Fada, ainsi de suite, et autres, chez les Peul et autres. Mais c'est des valeurs sûres de ce pays. La démocratie et autres sont venus trouver que c'est des gens qui géraient ce pays-là. Et ils avaient même instauré une démocratie qui dépasse cette démocratie du blanc que nous vivons aujourd'hui. Comment des fils de ce même pays peuvent mettre dans leur tête qu'il faut aller et brûler le palais d'un de ses chefs? Je crois que non, et la justice doit sévir. Et regardez autour de ça. Autour de ça, il fut un temps où des gens se sont permis de recruter des jeunes, attribuer un certain nombre d'argent, 5 000, pour qu'ils viennent saquer le procès qui allait se passer, pas le 21, bien avant le 21. Chose qui n'a pas marché. Et quelle est la suite encore? Ce même procès, pendant que ces mêmes personnes sont en prison, vous voyez qu'il y a des complotistes aussi qui passaient leur temps à mener des réunions à Bobo et à Ouaga, Koutougou. Certains même viennent de Gawa. Donc je me dis que ce n'est pas, ne prenons pas l'affaire comme une affaire d'individus mal intentionnés. Non, c'est toute une organisation. Et toute une organisation, il faut punir. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui menaient les réunions à Bobo, à Koutougou et à Ouaga, savent aujourd'hui qu'eux-mêmes, ils sont démasqués. Parce que le travail que la justice a fait, moi, ce qui m'écoeure aujourd'hui, la justice devait faire ça, je ne sais pas, comme ce que les Guinéens sont en train de faire. S'il y a des lois à voter en direct, pour que le peuple puisse connaître ses ennemis, pour qu'au moins le peuple burkinabé puisse savoir qui veut détruire le Burkina, qui veut faire avancer le Burkina. Je crois que s'il faut une loi pour le faire, il faut que la justice, les députés le fassent maintenant. Il faut une loi pour que les ennemis du peuple soient montrés aux yeux du peuple. Parce qu'il y a des gens, nous on croyait que c'était des amis du peuple. On les écoute chaque matin et aujourd'hui on trouve que c'est eux-mêmes qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Comment vous voulez aller chez le Moro Naba,
faire des cafouillages, inviter, c'est vous qui invitez à détruire, c'est vous qui invitez à s'opposer. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que, retrouvons-nous là-bas, on va se batailler, les gens de Moro d'abord aussi vont sortir, vont nous frapper, peut-être qu'il y aura 2, 3 morts et on a pu gagner. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc moi, je pense que la justice doit sévir, la justice doit punir pour que personne n'ait ce genre d'esprit malsain dans sa tête dans ce Burkina-là. D'accord, monsieur, nous recevons également monsieur Dissan Imou. On l'avait déjà dit dès l'entame de cette émission que vous allez nous prendre en marche, donc bienvenue à cette émission. Merci. Alors, vous avez déjà écouté les uns et les autres sur, bien sûr, ce procès-là. Vous, quelle est votre analyse? Merci beaucoup, M. Samarogo, pour l'honneur que vous me faites. Je voudrais d'abord dire que c'est un procès dans sa forme comme dans son fond. C'est très bien. Mais je vous rassure qu'on en fait trop pour ce procès. On en fait trop. Ouais, je trouve qu'on met trop d'encre et de salive sur ce procès. Voilà, parce que la question du palais du Moro-Nava est bien et belle, a été révélée que c'était une subversion. Alors, même si tel est le cas, et ensuite c'est une déstabilisation qui s'est préparée à l'origine, mais rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que ça se passe au Burkina. Si vous faites le point de 1960 à aujourd'hui, vous en trouverez autant de tentatives et même de tentatives réussies. Donc je ne vois pas pourquoi ça devient extraordinaire soudainement pour les Burkinabés que ce soit comme ça. Donc pour moi, on en fait trop. Il y a des gens qui sont allés contre la loi en voulant porter atteinte à la sûreté de l'État. Qu'on traite le sujet comme tel et qu'on passe à autre chose. Je trouve que nous sommes en train de distraire l'opinion. Et au lieu qu'on se concentre sur ce qui nous est un problème principal, c'est-à-dire libérer notre territoire, on dévie notre attention sur un procès qui aurait pu être résolu de façon, je dirais, souterraine. Ce n'est pas une pédagogie comme certains le pensent. Ce n'est pas une leçon qu'on veut donner à la population. Mais est-ce que la réalité est déjà là. Quand les organisations de la société civile ne font plus dans la veille citoyenne et ils sont dans des bois sacrés, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas les organisations de la société civile qui sont dans les bois sacrés. Ce n'est pas elles seules qui sont dans les bois sacrés. Je dirais que tous les Burkinabés sont dans les bois sacrés. Allez-y, vérifiez, vous verrez que chacun a sa manière d'être sous-marin dans telle ou telle chose. N'essayons pas de victimiser les gens. N'essayons pas de charger les gens. Il faut que nous soyons réels et réalistes. Le Burkina est l'un des pays où il y a eu le plus de coups d'État. Le Burkina est l'un des pays où les tentatives sont à tout vent. Attends, il faut qu'on règle ça d'abord de façon, je dirais, culturelle, qu'on enlève ça vraiment dans les gens, avant de vouloir donner une leçon populaire aux gens parce qu'ils ont fait des tentatives. Si la tentative est réelle, vous avez les preuves, vous prenez les sanctions et on passe à autre chose. Vous savez très bien que le terrorisme est en train de nous balancer. Parfois ça gagne du terrain, parfois ça va par là. On n'arrive même plus à mener sereinement nos activités, mais on se laisse distraire par des gens qui peut-être n'ont pas un véritable poids social en réalité. D'accord. Alors, M. Lavidi, vous partagez également le point de vue de M. Dissan, un procès où il y a beaucoup de radars. Pour lui, ce n'est pas nécessaire véritablement de faire couler beaucoup d'encre sur ce procès. Si ces personnes sont reconnues coupables, qu'ils soient condamnés et qu'on passe à autre chose. Non, je dirais... En même temps, ce n'est pas aussi l'occasion pour le peuple de tirer les sons conséquences. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut établir ici, c'est que de ce procès-là, c'est un procès ordinaire. Ce n'est pas la justice qui appelle la population à venir remplir le palais de justice du tribunal de grande instance Ouaga 1 jusqu'à refuser du monde. C'est la population burkinabé, donc le peuple si vous voulez, qui, au regard des différents dossiers qu'il apprend, qui passe au tribunal, qui trouve un engouement pour tel ou tel dossier. Et il ressort que le dossier concernant l'appel à incendier le palais du Moro-Nava a retenu l'attention de beaucoup de Burkinabés.
C'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont ces Burkinabés qui se sont déportés. Moi, j'étais au palais pour des besoins autres, mais j'ai vu que la salle refusait du monde presque tous les jours. Donc, pour dire qu'au-delà de cela, il faut d'abord relever aussi que au Burkina Faso ici, on a toujours accusé le régime de la transition de vouloir voir sur toutes les têtes des démons. On l'accusait d'ailleurs à trop se recroqueviller et à stigmatiser toute moindre action comme étant une action de déstabilisation. C'est l'occasion de voir les choses en clair et de savoir que quand le chef de l'État parle d'une situation, c'est une réalité. De savoir que quand les autorités ou certains leaders de la société civile lèvent la voix pour dire faites attention, il y a de la subversion, il y a des tentatives de subversion, de déstabilisation, que c'est la vérité. Donc moi je pense que c'est un procès qui, au-delà de son caractère pédagogique, est un procès qui devrait se tenir et au mieux devrait d'ailleurs être diffusé sur toutes les zones parce que nous sommes dans une transition où, laissez-moi le dire, devrait être une transition où chaque Burkinabé devrait en fait faire son autocritique et savoir que le Burkina depuis 1960 à aujourd'hui a toujours pataugé dans non, si ce n'est pas moi qui est au sommet de l'État, ça ne marchera pas. Je mettrai tout, je vendrai des maisons, j'enverrai l'argent pour qu'on mette les bâtons dans les roues de ceux qui sont là. On a terminé avec ça. Et nous disons à tous ceux qui sont dans cette subversion-là, de savoir que nous avons une transition qui va conduire la refondation de ce pays-là, afin que quiconque viendra ne sera obligé qu'à servir le peuple. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Puisque les gens sont là, et voilà, c'est le règne des privilèges. Ça, il faut qu'on arrête avec ça. Et je pense que le rendez-vous est donné. Le chef de l'État est disposé justement à répondre dans ses actions aux aspirations profondes du peuple. Nous attendions ça depuis longtemps. Donc, nous invitons ceux qui ont encore du discernement et qui étaient dans le doute ou dans des projets de subversion à arrêter et à venir avec nous pour que nous bâtissons un Burkina de 1000 ans. D'accord. Monsieur Pima, réaction par rapport à ça? Non, je sais qu'il y a tout un tas de travail à faire de cohérence. Parce que après la chute du ROC, après le coup d'État, le Conseil constitutionnel a donné son onction à Damiba. Même avec IB aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens en termes d'éducation qu'on donne aux gens? Donc, il y a tout ce problème de cohérence-là qu'il faut résoudre pour une fois pour toutes. Faire en sorte qu'effectivement, on arrive à bannir les coups d'État ou l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Quand tu le dis, on te pose l'argument que c'est parce que le régime qui était là était incompétent, etc. Mais aussi trouver des mécanismes pour contraindre le président à démissionner. Moi, je pense que c'est à ce prix qu'on va s'en sortir. Sinon, de toute l'histoire, de toutes les histoires de putsch qu'on lit à travers le monde, tous les putschistes ont toujours justifié leur coup d'État. Ils n'ont jamais manqué d'arguments pour dire pourquoi ils ont pris les armes. Donc, mais il faudra qu'on en arrive à ça. Et ça va nous aider, nous tous, vivement que cette transition qui est en cours puisse intégrer tous ces dons-là et concrétiser donc la naissance d'institutions qui survivent à leurs concepteurs ou à leurs initiateurs, qui stabilisent le pays. Parce que M. Youmou disait qu'on se concentre au niveau de la sécurité, c'est vrai. Mais l'instabilité politique est le premier pilier pour faire face à l'adversité. Donc un régime qui lui-même doit tout le temps réfléchir à sa propre sécurité ne peut pas aussi se concentrer sur la sécurité de tout le monde. C'est pourquoi il faut résoudre la question de la stabilité politique pour que, bon,
on ne soit plus dans une gouvernance où on investit beaucoup plus de moyens pour la protection des institutions et du président que de déployer tout ça pour défendre le territoire. Et ça, c'est un débat important. Et de plus en plus également, je pense qu'il faudra aussi trouver tous les mécanismes. Le procès, c'est tout à fait normal quand un individu est pris dans des postures ou dans des chantiers ou dans des projets pareils. C'est normal qu'il soit attendu par la justice et c'est normal que la justice donne son verdict. Ça peut être pédagogique pour certains. De toutes les façons, ça peut aussi galvaniser puisqu'il y a des gens... J'attendais Guillaume Soro dire à une interview que l'adversité le galvanise, c'est parce qu'il met dans le concept de l'adversité, mais c'est de savoir qu'il y a des institutions qui sont là. Si vous vous en prenez en elles, ben naturellement vous allez faire face à la justice. Et même si ça réussit, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à un instant, même si quelqu'un réussit à faire un coup d'État, qu'il n'assume pas la transition, parce que c'est ça aussi qui motive. Chacun se dit, bon, si je réussis à faire tomber le président, je peux assumer la transition, etc. Donc, il faut qu'on ait un ensemble de réflexions et de mécanismes pour consolider et sauver nos institutions. Sinon, rien ne va nous mettre à l'abri des intentions des uns et des autres, et ce serait dommage. D'accord. Oui, moi je pense que M. Youmou va trop loin en disant que on accorde trop d'importance à ce procès, parlant de subversion. Ouais. Bon, de toute façon, c'est une subversion qui pouvait amener des morts. Tout à fait. Parce que on allait avoir un affrontement. Ouais. Et après des morts, je ne sais pas s'il allait toujours parler de subversion ou autre. Ouais. Donc aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce qui pourrit notre pays? C'est ceux-là qui pensent que quand un pouvoir vient et qui met des gens aux arrêts, c'est ça qu'on appelle quoi? Chasse aux sorcières. Et tant qu'un pouvoir ne part pas à la chasse aux sorcières, c'est que ce pouvoir même va fabriquer de nouveaux sorciers qui vont encore manger le futur de ce pays. Un pouvoir qui vient, il doit assainir. Des gens qui veulent aller brûler, mettez-les aux arrêts. Des gens qui ont géré hier, fouillez-les. S'ils ont volé, qu'ils remboursent au peuple. Mais quand on va passer le temps à parler de réconciliation, on parle de quoi? De pardon, de tolérance, de quoi? Sans parler de justice. Vous pensez que ça peut aller? Des gens qui ont décidé d'aller brûler et de fabriquer d'autres personnes pour aller contrer ceux qui brûlent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une tuerie, c'est une boucherie. Mais vous pensez que le palais qui est là-bas, les adeptes de ce palais vont s'asseoir, dormir parce qu'il y a des voyous qui sont en train de venir? Et aussi, ils vont sortir, agir, protéger leur palais. Et combien de morts on allait avoir? Je crois qu'aujourd'hui, si on est réellement burkinabé, on est africain, et on sait ce qui vaut le palais d'une tribu. Le palais d'une tribu, c'est la tribu elle-même. Donc il faut faire très attention. Même souvent, il y a des gens qui passent à la radio, à la télé, qui parlent mal des chefs traditionnels, qui parlent mal du Moro Naba, qui parlent mal d'autres chefs. Je crois que c'est peut-être des gens qui me connaissent un peu l'histoire de leur pays. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'en prendre à un palais, imaginez que c'était la résidence de M. Youmou qui était menacée d'amener des gens qui vont cafouiller et des gens qui vont empêcher pendant que vous êtes dans votre résidence. Mais c'est celui qui est à l'intérieur qui va éclater. Donc aujourd'hui, acceptons que des gens sont allés trop loin et il faut que la justice sévisse. Et demain, celui qui va encore intenter, même si ce n'est pas le palais du Moro Naba, que ce soit la résidence de quelqu'un, que la justice punisse ceux qui ont volé. Ce pays, tant qu'on n'aura pas des gens qui vont décider, qui vont sacrifier leur vie, on ne pourra pas avancer. C'est la même chose, l'impunité, qui continue à pourrir ce pays. Des gens ont volé, on ne les poursuit pas parce qu'on va dire que nous, on est venus, on fait chasse aux sorcières. Si vous ne faites pas chasse aux sorcières, c'est que vous serez des sorciers de demain. Bon, d'accord. Je crois qu'à un moment donné, il faut dépassionner le débat et puis voir la réalité. J'ai bien précisé que ce qui est ressorti du jugement, c'est que c'était une subversion pour un coup d'État. Ce n'est pas le palais qui était l'objectif principal. Voilà. C'est de ça que moi je suis en train de dire. J'ai dit, il y a eu tellement de tentatives et d'autres qui sont réussies qu'on en fait trop pour ce procès. Pour ce qui est de la question de la refondation, il faut donner des leçons aux Burkinabés, il faut faire des réformes. Ben, on fera des réformes pour les reposer sur qui? Il y a lieu d'abord que nous-mêmes nous changeons notre comportement avant de pouvoir appliquer les réformes. On peut bien écrire toutes les réformes, changer notre constitution 10 fois.
Mais si nous reposons sur les mêmes crânes là, ça retombe sur le même endroit. Donc pour moi, je trouve que on en fait trop en termes de salive et d'encre. Jugeons l'affaire, on dépose ceux qui doivent être déposés et puis on va quitter là-bas, aller se concentrer sur les objectifs de la transition. C'est clair, les objectifs de la transition sont dans la charte. Allons-y sur ça. Ça là, on ne pourra pas donner une leçon au peuple à travers ce procès. C'est clair que ce procès c'est pas un procès pédagogique. C'est un procès comme tous les procès. Et j'ai suivi un intervenant sur un média qui a dit, mais à peine lorsque un avocat ouvre sa bouche dans la salle, ou un prévenu ouvre sa bouche, on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui attire les gens. Et on dévie l'attention du peuple sur le procès. Et je trouve même qu'on est en train de faire la publicité d'un certain nombre de personnes qui finalement, au lieu qu'ils soient les bourreaux, deviendront comme des victimes. Vous comprenez avec moi que lorsqu'on en fait trop sur une chose, on finit par peut-être rendre la chose moins agréable. Voilà un peu ma position par rapport à ça. Sinon, je ne dis pas que le projet n'est pas légitime. Je ne dis pas que les tentatives ne sont pas vraies. C'est de la réalité, mais allons-y doucement, n'en faisons pas trop. Traitons le sujet comme de façon ordinaire. L'Abidi l'a dit. Mais en réalité, le sujet n'est pas traité de façon ordinaire. Le jugement, certes, est fait de façon ordinaire, mais tous les médias sont là-dessus. Regardez, captez les télévisions, y compris Canal 3. Vous allez voir à 20h, on rend compte de ce qui s'est passé. C'est un peu comme ça. Mais quand tout le monde en parle, finalement, tout le monde prend. Les radios prennent, les net prend. Ça devient extrêmement compliqué. On dirait que c'est ça qui retient l'attention de tout le peuple burkinabé. C'est pas ça. C'est pas ça qui est la sécurité. C'est très compliqué. Non. En fait, la sécurité, c'est un tout. Et je dirais que M. Youmou a une lecture un peu tronquée de la situation. Vous savez, ceux qui sont mis en cause ici, c'est qui? Ce sont des leaders de la société civile. Mettons ça entre griffes. Ok, on peut mettre entre griffes, mais ce sont des gens qui ont animé à un certain moment la place publique, les médias publics, donc qui sont bien connus. Je pense qu'il y a un même qui dit qu'il est un entrepreneur politique. Et ce sont des personnalités, tous les 6 d'ailleurs, qui ont un certain aura dans certains milieux. Dans le milieu politique, notamment, et dans certains milieux de la société civile. Et donc, eu égard au rôle qu'il devrait donner en tant que société civile, donc en tant que personnalité qui doit rester à équidistance, en temps normal, en temps de régime d'un pouvoir démocratiquement élu, à équidistance entre l'opposition et les gouvernants, le parti au pouvoir, sont pour cela intéressés par les populations. Et aujourd'hui, nous sommes dans un régime de transition où nous pensons que tout le monde devrait déposer ses vestes, sa veste de partisan, sa veste d'engagé particulier pour s'engager pour la transition afin qu'ensemble on puisse bâtir. Donc c'est en considération de ce caractère qui doit être un caractère relativement neutre, mais qui ne l'est pas parce qu'on appelait à commettre des actes non seulement ignobles, mais en plus saugrenus, parce que la pertinence de l'acte même est incompréhensible par beaucoup de personnes. Aller brûler un domicile. C'est aussi nuisible. Et aussi nuisible. Tout simplement, non, on appelle à aller brûler et on appelle à aller contrer ceux qui brûlent. En fait, quand on regarde même le stratagème, c'est tout simplement avoir 2 groupes d'individus qui vont s'entrechoquer quelque part. Mais c'est prendre même la population qui vient suivre le procès là, c'est les prendre à un niveau de discernement proche du nul. C'est pourquoi les populations ne veulent pas accepter. Puisqu'on les considère d'abord, c'est méconnaître même la population burkinabé.
on les considère comme des moutons qu'on peut orienter vers tel lieu et désorienter les autres en termes de messages apportés. Donc, moi je dis que dans ce procès-là, il était nécessaire et il devrait d'ailleurs être encore plus public que ceci. D'accord, le temps accordé aussi pour cette émission est en train de s'achever, mais surtout aujourd'hui, avec ce procès, est-ce qu'on doit avoir un regard un peu holistique ou un regard, je vais dire, beaucoup critique des acteurs de la société civile aujourd'hui? Non, c'est les militaires qui font les coups d'État. C'est-à-dire que les acteurs de la société civile, les politiques et autres, ce sont des instruments. Mais la finalité de l'action, on sait d'où ça vient. C'est la poudrière qui agit, etc. Donc c'est un ensemble de systèmes, de complices ou de complots. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de coup d'État, c'est-à-dire que c'est une compilation de complots, etc. Et c'est dommage. C'est dommage pour notre pays, mais il faut aussi s'en féliciter qu'on ait des services qui fonctionnent, qui arrivent à déjouer des projets pareils. Il faut s'en féliciter. Il faut, je disais tantôt, le projet effectivement d'incendier, ça pouvait être une sorte de diversion, mais qui pouvait être aussi prise au sérieux par certains et qui peuvent aller jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas bien de le faire, et surtout que, par exemple, pour le Moro Naba, en tout cas de ce qu'on a lu ou appris à l'école, c'était un acteur majeur pour la reconstitution donc, de la Haute-Volta. Bon, si aujourd'hui on appelle à incendier chez lui en termes de symbole, ce n'est pas du tout bien. Et je suis d'accord qu'il faut que justement la justice fasse son travail comme elle le fait. D'ailleurs, on dit que ce n'est pas trop recommandé de commenter une action de justice en cours. Voilà, mais que cela nous inspire nous tous et que ça suscite de la réflexion, encore une fois, sur la nécessité de vraiment travailler à avoir des institutions plus solides, beaucoup plus efficaces que tout ce à quoi on assiste. D'accord. Naba, c'est beau, on est en train de tirer vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des derniers propos sur cette affaire? Bon, sur cette affaire, moi je pense que la faute revient toujours à l'État. Parce que depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des OSC qui sont fabriqués par des partis politiques, des OSC qui ne font que l'accompagnement des partis politiques, et l'État voit, l'État se tait. Avec l'avènement de ces nouvelles autorités, je crois que l'heure est à faire le bilan du travail de tous ces OSC existants. Alors, si on doit mener une enquête sur eux, en un mois, ils sauront qui a fait quoi. Et tous ces OSC doivent être supprimés. C'est-à-dire, supprimer même leur récépissé, afin de laisser le peu qui a vraiment fait son travail sur le terrain, pour que ces OSC puissent parler au nom du peuple. Parce qu'on ne peut pas laisser à n'importe quel individu de se lever avec un document qui n'a même plus de bureau, de parler au nom du peuple. Et c'est ces gens d'OSC aujourd'hui qui appellent à incendier des domiciles. Donc je me dis, l'État doit revoir sur ce plan-là qui a fait quoi, et les OSC existants, appelez-les, que chacun dépose son bilan, ce qui est vérifiable. Celui qui n'a rien foutu pendant les 5 ou 10 années, alors, vous mettez une croix sur son document, et ceux qui veulent faire du sérieux le feront. On ne peut pas continuer à laisser des groupes de personnes pour tourner, pour mendier, manger l'argent du contribuable avec des richards du pays, avec des présidents comme Damiba. Bon, vous voyez, donc à chaque fois quand vous entendez parler d'OSC, vous entendez parler de l'argent qui a circulé. L'argent qui a circulé. Alors moi je crois que le président IB et son gouvernement doivent tout faire pour mettre fin à ça, afin que quand un civil va venir prendre le pouvoir, et que le peuple aussi puisse savoir ce que c'est que réellement un OSC, pour ne pas que l'OSC soit celui qui partage l'argent, celui qui donne. Moi je... D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. Ce que je voudrais dire, ma position reste la même, on en fait trop, mais ce qui serait bien, c'est de plus mettre en valeur la capacité de nos services à détecter ces genres de manigances. Et deuxièmement, quand les gens en font trop, ça donne l'impression que même si effectivement les gens allaient sur le terrain, ça allait réussir. Et ça veut dire quoi? Que nous mettons en doute la capacité de nos services intérieurs à maîtriser une crise urbaine. Pourtant, nous avons des services spécialisés comme la BAC, comme les RSP, et je dis les CRS, à maîtriser des crises urbaines.
Donc pour moi, on devrait aller dans ce sens. C'est-à-dire la valeur qu'on devrait mettre sur cette action où tous ces gars qui tournent autour là, c'était de montrer la capacité de nos services de renseignement, la capacité de nos services de sécurité intérieure à maîtriser les crises urbaines, plutôt que de mettre notre énergie sur des personnes que les gens appellent des leaders d'opinion, des gens... En fait, nous sommes en train de donner de la valeur à quelque chose qui n'est pas. Voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à ce procès et à ces arrestations. D'accord, merci bien à tous pour avoir participé à cette émission et le temps accordé pour cette émission est achevé. Je rappelle à nos téléspectateurs que j'étais sur ce plateau avec Naba Sebgo, chef coutumier, M. Dissan Youmou Bouraïma, homme politique, M. Labidi Naba, président de Observateurs sans frontières, M. Pema Nea, il est communicateur et merci à tout un chacun d'avoir honoré à notre invitation et merci également à vous fidèles téléspectateurs qui avaient pris plaisir à nous suivre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. Portez-vous bien, au revoir.